François-Xavier Fauvel est professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire et archéologie des mondes africains. Il est l'auteur de Leçons de l'histoire de l'Afrique, publié chez Fayard en 2020, de Atlas historique de l'Afrique de la préhistoire à nos jours, chez Autrement en 2019, ou encore de À la recherche du sauvage idéal, au Seuil en 2017. Vendredi 1er juillet 2022, François-Xavier Fauvel présentait à la librairie Ombre Blanche à Toulouse son dernier ouvrage intitulé « Penser l'histoire de l'Afrique », paru aux éditions du CNRS. Très heureux de recevoir François-Xavier Fauvel autour de son livre Penser l'Afrique aux éditions du CNRS. Alors, François-Xavier, on va prendre le format, tu vas peut-être nous présenter son livre et après, bien sûr, questions-réponses avec le public pendant une bonne demi-heure, comme vous le souhaitez d'ailleurs. Voilà, merci François-Xavier. Merci beaucoup, et jusqu'au bout de la nuit même si vous voulez. Ouais. De toute façon, on est là, personne ne nous délogera. Bon. D'abord, merci beaucoup à toutes et à tous. Il était prévu que Christian Torel, le patron de la librairie, soit là, mais en fait, un accident dont il m'a prévenu hier et qu'il m'a confirmé tout à l'heure par texto fait qu'il peut pas être, il va bien, mais il ne peut pas se déplacer. Donc il n'est pas là. Donc je vais devoir me livrer moi-même à l'exercice de l'entretien et de la conversation, que personnellement je préfère plutôt que celui de la conférence. C'est toujours plus agréable de rentrer en conversation avec quelqu'un et puis de prendre surtout le prétexte d'une question pour partir sur des idées, plutôt que d'essayer d'organiser comme ça des idées. Ce que je n'ai pas fait, donc ce sera peut-être décousu, mais bon, on essaiera. On verra comment ça se passera. Il faut donc que je me présente. Alors, je ne sais pas très bien par où commencer parce que, en fait, d'une part, c'est le sujet du petit livre dont je suis là pour vous parler, qui retrace celui-ci, Penser l'histoire de l'Afrique, qui retrace à la fois, c'est l'exercice de la collection dans lequel il paraît chez CNRS Éditions, qui retrace à la fois mon parcours, pas de façon académique, pas de façon chiante si je puis dire. C'est que c'est pas fait pour donner une leçon modèle sur ce qu'il faut faire comme étude réglementaire pour devenir historien de l'Afrique. C'est tout le contraire, puisqu'en fait, je ne fais que retracer dans ce livre la série d'accidents, de zigzags, de trajectoires obliques qui m'ont permis, en partant d'un certain point que je vais relater, puis en passant par d'autres points, d'arriver à une certaine vision de l'histoire de l'Afrique, certaines compétences, certaines expériences, que je retrace en même temps dans ce petit livre. Donc c'est tout petit, c'est plutôt le format livre de plage, vous voyez. Pas du tout le format celui-ci, vous voyez, beaucoup plus robuste, disons. Ni le format de ceux qui reparaîtront, parce qu'il y en a plusieurs qui paraîtront à la rentrée, donc entre fin août et début septembre, ce qui me vaudra d'ailleurs le plaisir de revenir, parce que je suis réinvité ici à Ombre Blanche vers, je ne sais pas quand, 26 septembre, je crois. Enfin bon, vous verrez ça dans le programme de la librairie. Donc je reviendrai présenter une série d'autres livres, mais cette fois dans un format plus studieux, voilà, de rentrée. Bon. Et là, c'est vraiment le livre d'été. C'est pas pour autant un livre léger. Enfin, c'est 80 pages. C'est un petit livre qui est néanmoins dense parce que j'y présente, après 25 ans de travail, j'y présente un certain nombre de résultats et d'éléments qui contribuent à ma réflexion sur ce qu'apporte l'histoire de l'Afrique à l'histoire en général, à l'histoire de l'humanité en général et à l'histoire comme discipline tout court. Donc tout ça pour dire que je ne sais pas très bien comment me présenter parce qu'en fait ça va être le sujet de la discussion. Néanmoins, certaines ou certains d'entre vous me connaissent peut-être pour différentes choses, peut-être pour Le Rhinocéros d'or, un livre qui est paru en 2013, qui est épuisé et qui va reparaître dans une édition augmentée
à la rentrée, fin août, début septembre. J'y ai ajouté 5 chapitres. Chez un nouvel éditeur, enfin sous le même titre, Le Rhinocéros d'Or, et qui était une collection d'une quarantaine de chapitres assez courts, enfin entre 6 et 10 pages, constituant autant d'instantanés à partir de documents individuels, pouvant être un texte arabe, pouvant être une inscription dans une autre langue africaine, pouvant être un objet. Par exemple, le petit rhinocéros en or qui donne son nom au titre du livre, qui vient d'une tombe en Afrique du Sud actuelle, à l'extrême nord, tout près du fleuve Limpopo, qui regarde juste de l'autre côté, enfin à quelques centaines de mètres, vous êtes au Zimbabwe. Voilà. Et là, il y a une tombe sur une colline. D'où provient ce petit rhinocéros en or? Ou alors un site archéologique, tu vois, comme Kilwa en Tanzanie ou comme d'autres, et qui me permettent, en reliant les uns avec les autres ces différents fragments, de brosser un portrait incomplet, on pourrait dire une mosaïque ou un puzzle, voilà, de ce qu'était l'Afrique au Moyen-Âge. C'est un livre qui a très très bien marché, non seulement auprès du public que vous êtes, mais également auprès des spécialistes, et qui est aussi, qui était traduit dans une dizaine de langues, et qui est aussi, c'est quand même une curiosité, qui est aussi utilisé dans toute une série de départements, enfin en version anglaise, dans plein de départements d'études créatives ou d'épistémologie de l'histoire, comme un exemple de ce qu'il est possible de faire en histoire en utilisant des narrations discontinues ou tout simplement fragmentaires, quand on n'a pas la chance de disposer d'une documentation suffisamment ample pour produire des livres qui commence en gros avec un gros chapitre sur le cadre géographique, un deuxième gros chapitre sur la population et son évolution à travers les siècles, et puis ensuite comme ça sur les élites et les villes, la paysannerie et ce qu'on mange au quotidien, etc., etc. On ne peut pas faire ça en histoire de l'Afrique parce qu'on a toujours une documentation qui n'est que fragmentaire. Je parle de l'histoire de l'Afrique ancienne, c'est-à-dire en gros avant le 19e siècle, et a fortiori dans les périodes plus anciennes encore, avant le XVIIe siècle. Ou bien peut-être certaines ou certains me connaissent par ce livre-là, L'Afrique ancienne, qui est un livre que j'ai dirigé, pas écrit tout seul. C'est un pavé qui réunit une trentaine d'auteurs. Livre qui est conçu comme destiné à fournir une somme sur toute une série de formations politiques anciennes, par exemple, je sais pas, les royaumes de Nubie et Méroé dans l'Antiquité, ou le Ghana et le Mali dans la région du Sahel occidental, ou etc., ou l'Éthiopie chrétienne et musulmane. Bon. Mais pas seulement de formation politique, mais aussi, par exemple, parce que j'y tiens beaucoup, des sociétés qui n'étaient pas organisées en grande formation étatique centralisée, mais qui pouvaient être organisées très très différemment, par exemple des sociétés de chasseurs-cueilleurs ou des sociétés pastorales, etc. Et ce livre réunit pour cette occasion une équipe assez vaste de personnes, essentiellement des archéologues, parce que ce sont les archéologues qui, dans les domaines de l'histoire ancienne de l'Afrique, ont récemment, pas récemment, je veux dire au cours des 20 ou 30 dernières années, ont fourni la plus grosse contribution au renouvellement des données. Bon. C'est en effet dans le domaine des données matérielles issues du sous-sol que c'est le plus renouvelé la documentation, et parfois de façon spectaculaire. Vraiment, c'est-à-dire que voilà, et lorsque 1, 2, 3 nouveaux sites urbains entiers sont découverts sur 10 ans ou sur 20 ans, ça renouvelle, croyez-moi, considérablement une documentation qui jusque-là pouvait être réduite à des sources écrites, oui, mais pas d'attestation matérielle. Et ainsi de suite dans différentes régions d'Afrique où les données matérielles ont été renouvelées de façon véritablement spectaculaire au cours des 20 ou 30 dernières années, ce que beaucoup de gens ignorent.
ce que même beaucoup de spécialistes de l'histoire contemporaine de l'Afrique, parce que c'est pas du tout les mêmes méthodologies, c'est pas les mêmes revues dans lesquelles on publie, c'est généralement pas, même s'il y a des exceptions, les mêmes colloques auxquels on participe, et par conséquent, la nouvelle des nouveautés ne circule pas forcément très facilement entre les communautés, ni même entre les spécialistes et le public. Et donc voilà, ça c'est pour parler de ce livre-là pour lequel vous me connaissez peut-être. Et puis sinon, d'autres encore me connaissent peut-être pour les choses qu'ils entendent en ligne, essentiellement mes cours du Collège de France, qui sont, comme vous le savez toutes et tous, entièrement gratuits et libres et accessibles en ligne assez facilement, soit sur le site du Collège de France, soit sous la forme de podcast ou voilà, sur YouTube ou sur France Culture. Et voilà. Et je dois dire que là, c'est un média évidemment d'une formidable puissance, formidablement intéressant pour l'historien que je suis, dont le boulot, si je puis dire, en étant au Collège de France, est de contribuer à déprovincialiser les savoirs sur l'Afrique, à les rendre davantage publics, dans le sens, et à commencer par à les rendre davantage disponibles au public qui n'a pas le moyen de savoir ce qui a été publié dans des revues spécialisées, ou archi spécialisées, voire souvent pas en français. Voilà. Donc voilà. Donc le média qu'est Internet est un relais formidablement puissant. Et n'y voyez pas d'égotisme particulier dans l'anecdote que je vais vous raconter, mais il m'arrive très souvent, en prenant le taxi, parce qu'il m'arrive souvent de prendre le taxi, de tomber sur un chauffeur de taxi qui me reconnaît à ma voix. Voilà, tout de suite. Et qui me demande, voilà, qui me dit, mais est-ce que vous êtes le professeur qui parlait à la radio le matin très très tôt? Voilà, ben oui, ça m'arrive. Enfin, je ne parle pas à la radio, disons que c'est la radio qui retransmet mon cours. Et voilà. Et comme en région parisienne, les chauffeurs de taxi sont très souvent berbères, je découvre par là qu'il y a un public, voilà, qui découvre des connaissances sur l'Afrique par le biais de la radio. Voilà. Et ce qui en dit long sur la soif, sur le désir d'histoire, qui n'avait pas été étanché depuis très très longtemps, parce que tout simplement les savoirs sur l'histoire de l'Afrique ne sont pas suffisamment disponibles dans notre société, dans les sociétés contemporaines en général, hein, je pense que c'est vrai partout, ne sont pas suffisamment disponibles, ne sont pas suffisamment en circulation, ne sont pas suffisamment enseignés. Et je ne parle pas seulement de l'université, mais c'est vrai aussi des écoles, et ne sont pas suffisamment disponibles sur les tables des librairies. Pensez par exemple qu'en dépit de tous les efforts d'une assez vaste communauté de spécialistes de l'Éthiopie médiévale, par exemple, on n'a toujours pas en français une synthèse sur l'Éthiopie du Moyen-Âge. Le royaume chrétien d'Éthiopie du Moyen-Âge, on n'a toujours pas une synthèse en français, alors que les connaissances ont formidablement progressé depuis 30 ans. Voilà, formidablement progressé depuis 30 ans. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été publiées en littérature académique. Il y en a, du coup, il y a un chapitre sur l'Éthiopie, donc qui ici on donne si je puis dire, un résumé. Voilà, bon. Mais il n'y a, voilà, et il n'y a pas encore ce livre, là. Mais il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres formations politiques du passé en Afrique pour lesquelles il n'y a pas encore de livres synthétiques disponibles, alors que sur l'Empire carolingien, je suis sûr qu'il y en a 3 ici, vous voyez, ou dans le et c'est vrai de n'importe quelle formation politique européenne, on va trouver très facilement sur les rayons des librairies des synthèses. C'est pas le cas encore en Afrique. Ça tient à beaucoup de choses, hein. Ça tient au fait que, voilà, comme je disais, les savoirs ne sont pas suffisamment disponibles parce que tout simplement le milieu spécialiste est relativement restreint, en France comme partout ailleurs sur Terre, comme aussi en Afrique. Il est relativement restreint. Je parle des spécialistes d'histoire ancienne de l'Afrique, qu'ils soient historiens dotés d'une compétence linguistique ou qu'ils soient archéologues. Bon. Et on est très très peu nombreux, quoi. On est vraiment très très peu nombreux à travailler sur ces périodes, sur ces périodes-là. Alors, après cette présentation de moi-même par moi-même, j'en arrive à vous parler de ce que j'ai voulu mettre dans ce petit livre-là et à vous raconter ma vie, en fait, quoi. Et
j'ai commencé, figurez-vous, par commencer des études de philosophie après le bac, quoi. Et, à aller assez loin dans un cursus de philosophie, à passer ce qui s'appelle un DEA, donc c'est 5 ans après le bac, et puis même à commencer une thèse que j'ai arrêtée un peu abruptement, comme ça, après quelques mois, après un an, bon, avec le vague sentiment que je faisais complètement fausse route. Et je faisais complètement fausse route parce que des choses m'intéressaient en philosophie. En fait, ce qui m'intéressait, je le comprends mieux à distance, ce qui m'intéressait, c'était les textes. Bon. Et en particulier les textes en grec, les textes des philosophes grecs. Bon. C'était de mettre la main dans les textes grecs, bon, qui m'intéressait pour arriver à retrouver non pas une espèce de vision abstraite d'une pensée, une vision résumable, si je puis dire, d'une pensée, mais véritablement quelque chose de très très concret, qui était ce que le philosophe avait bien pu vouloir dire dans la langue qu'il utilisait pour exprimer ce qu'il essayait d'exprimer. Et il y avait ce côté, il y avait cette espèce de désir, d'incarnation. Bon. Et j'ai donc arrêté, j'ai tout planté, et j'ai fait quelques petits boulots pendant 2-3 ans, y compris cuisinier, enfin bon, des choses comme ça, quoi. Et puis à un moment donné, j'ai recommencé des études. J'étais attiré par l'histoire, j'étais attiré par l'Afrique, j'étais attiré par la littérature, sans trop savoir comment. J'étais attiré par l'archéologie, sans trop savoir comment toutes ces choses-là pouvaient s'intercepter les unes les autres. Bon. Et c'était avant Internet, hein, donc il n'y a pas trop moyen de taper ces 4 mots-clés sur Google pour savoir qu'est-ce qu'on va bien trouver. C'est pas comme ça que ça marchait. Il fallait aller se colter des centres de documentation et puis éplucher des trucs en essayant de voir ce qui pouvait bien exister. Et puis comme ça, de raté en raté, parce que je me rappelle être allé rencontrer quelqu'un dans différentes universités autour de Paris, à Paris 10, à Paris 7, à Paris 8, etc. Et de fil en aiguille, je finis par identifier quelqu'un à Paris 1 qui s'appelait Jean Boulegue, et qui est mort depuis, et qui était professeur d'histoire ancienne de l'Afrique. Voilà, qui m'a beaucoup interloqué. Et j'ai commencé à lire ce que je pouvais trouver. Il n'y avait pas grand-chose, vraiment pas grand-chose sur les tables des librairies à l'époque. Et je suis allé rencontrer Jean Boulegue qui, en dépit de mon absence de parcours historien, et en dépit du fait que je n'avais fait que philo, m'a pris en quelque sorte à l'essai, si je puis dire, pour faire un nouveau DEA en histoire. Et donc là, j'ai fait un gros rattrapage. Hein, alors que je dois dire que voilà, j'ai fait un DEA avec lui en historiographie de l'histoire africaine, et puis en opérant un très très gros rattrapage, c'est-à-dire en allant resuivre tous les cours d'histoire de l'Afrique depuis la première année. Et puis dans la foulée, j'ai commencé une thèse. Toujours avec Jean Boulegue et avec Bertrand Hirsch, un autre qui était maître de conférence à Paris 1, et une thèse qui apportait, voilà, j'ai hésité assez peu de temps, dont j'ai déterminé le sujet un petit peu tout seul. Je ne voulais pas travailler sur l'Afrique francophone, il y avait déjà beaucoup de monde. Je ne pouvais pas travailler sur l'Éthiopie médiévale parce que je n'avais pas appris le guèze, la langue classique de l'Éthiopie, depuis les premières années de fac. Et donc j'ai choisi une autre région d'Afrique qui était l'Afrique du Sud, voilà, anglophone. Et j'ai fabriqué comme ça un sujet de thèse qui était l'histoire de la perception par les Occidentaux des sociétés qui habitaient tout au bout de l'Afrique, qui étaient les sociétés de langue khoisan, donc ces langues qui possèdent des clics, et ces sociétés qui ont la particularité d'être à la fois les plus éloignées de l'Occident et en même temps les plus visitées par des Occidentaux, puisque à partir de la fin du XVe siècle, tous les navires, toutes les expéditions maritimes passent par là, par le bout de l'Afrique, je veux dire. Bon. Alors évidemment, dans cette thèse, je partais mal, parce que j'avais le niveau d'anglais d'un étudiant français de l'époque, c'est-à-dire vraiment nul, et toute la littérature était en anglais. Et sans mentir, je me suis mis à lire un premier livre, le livre de référence sur le sujet que
que j'ai lu très très péniblement, à coup de une page par heure, vous voyez, en traduisant mot à mot. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais au départ. Et ça a été au bout d'un moment un petit peu plus vite. Voilà. Bon, après, j'ai fini par prendre des habitudes. J'ai habité aux États-Unis, etc. Voilà, et j'ai fait beaucoup de progrès. Ma femme est américaine aujourd'hui. Donc, bon. Et donc, j'ai véritablement, vous voyez, complètement évolué. Et j'ai dû aussi apprendre à lire, au moins, pas à parler, mais à lire les langues dans lesquelles étaient mes sources, c'est-à-dire les autres langues européennes de tous les voyageurs qui ont circulé. Bon. Donc il m'a fallu apprendre à lire le portugais, le néerlandais, etc. Et toutes ces langues dans lesquelles les voyageurs, les marins, etc., les officiers, les militaires, les diplomates qui ont voyagé d'Occident en Orient, enfin d'Europe aux Indes orientales, en passant par le bout de l'Afrique et en s'arrêtant quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois au bout de l'Afrique, avaient rédigé leur propre récit. Bon. Et puis voilà, et puis de fil en aiguille, j'ai fait cette thèse sur l'Afrique du Sud. Et à nouveau, j'ai été rattrapé par le manque d'incarnation. C'est-à-dire qu'à nouveau, c'était intéressant, hein, c'était même très très intéressant. J'en ai tiré un livre avant, et qui s'appelle L'invention du Hottentot. Mais à nouveau, cette histoire de la perception de sociétés africaines par des Européens me laissait sur ma faim. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait, je pouvais pas me satisfaire de ça. Voilà. Il fallait que je traverse. Je sentais qu'il fallait que je traverse ce miroir que tendaient les sources européennes qui nous parlaient de cette société africaine. Et ce, d'autant plus, si je puis dire, d'autant plus un miroir que très très vite, du fait précisément de la convergence de toutes les routes maritimes par le Cap, le Cap de Bonne-Espérance, très très vite les sociétés khoisan ont été colonisées dès le XVIIe siècle, avec une colonie, je veux dire une vraie colonie, et ont été très très vite détruites, détruites par les maladies, détruites par la prolétarisation, par l'expansion coloniale, et que les Khoikhoi, puisque c'était leur nom, ont pratiquement disparu, mais que néanmoins dans la littérature, ils ont continué à exister sous le nom de Hottentot. Et que les voyageurs ont continué à décrire des êtres de papier, des êtres fantomatiques, des Hottentots, qu'ils considéraient comme des sociétés authentiques, alors que ça n'était plus que des fantômes d'une société passée. Et ces fantômes de papier ont continué à exister dans la littérature, notamment dans la philosophie occidentale. Savez-vous, par exemple, que le bon sauvage de Rousseau, c'est un Hottentot. C'est-à-dire que regardez les notes de bas de page de Rousseau et vous allez voir que dans le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, allez voir ses notes, allez voir ce qu'il a lu. Il l'a lu chez Peter Kolbe, un Allemand qui a séjourné au Cap. Tout ce qu'il emprunte, il l'emprunte aux sociétés Khoikhoi du sud de l'Afrique. Donc il y a en quelque sorte un personnage de papier, une espèce de fiction littéraire qui se crée et qui continue à exister, alors même qu'une société à l'autre bout de la Terre est en train de s'éteindre à cause du même processus. Bon. Et donc c'est véritablement un miroir, c'est-à-dire qu'on fait jouer à une société du bout de la Terre un rôle dans notre propre imaginaire, qui est celui d'homme primitif, qui était en quelque sorte au point de départ d'une évolution dont nous sommes nous-mêmes le terme, malheureux parce qu'on est sorti de l'état de nature, mais néanmoins civilisé. Bon. Et donc c'est véritablement effectivement un miroir que trimballent au bord de la plage les voyageurs qui voyagent le long chez les sociétés autres. Bon. Donc ça me laissait encore un goût d'inachevé, un goût de frustration, et qui me donnait envie d'aller plus loin et de traverser ce miroir-là. Ce que j'ai fait en commençant à faire des missions tout seul, en Namibie et en Afrique du Sud, à nouveau en apprenant de nouvelles langues, cette fois-ci pour pouvoir me débrouiller sur le terrain, l'afrikaans et puis le khoikhoi en Namibie, et à essayer de trouver les vestiges, les traces vivantes, sous la forme de descendants de ces khoikhoi, ou de vestiges archéologiques, ou de vestiges rupestres,
ou de vestiges linguistiques, ou des vestiges de quelque nature qu'elles soient. Voilà. D'en trouver aujourd'hui, puis d'en trouver dans les strates du passé intercalées entre le passé lointain et aujourd'hui. Donc ça s'appelle des archives. Donc trouver dans les archives. Et j'en ai trouvé. J'ai trouvé plein de choses. J'ai trouvé plein de choses dont je n'ai pas su tout de suite quoi faire. Et c'est seulement de fil en aiguille que c'est construit quelque chose comme un projet, essayant de... Voilà. Je n'ai pas été tout seul dans cette aventure-là. J'ai été accompagné de toute une série de personnes qui sont venues avec moi sur le terrain. Je les mentionne dans ce livre, mais je peux les mentionner là. François Bon, par exemple, préhistorien à Toulouse, très bon ami, depuis 30 ans, et qui est peut-être là. Mais il est là-bas, oui, absolument, je le vois. Voilà. Et qui voilà et d'autres qui m'ont accompagné, un collègue sud-africain, Karim Sadr aussi, archéologue lui également, et avec qui on a fait comme ça année après année des missions, avec l'idée d'essayer de retrouver des vestiges archéologiques d'une société qui avait disparu. Et nous avons eu, de ce point de vue-là, quelques succès historico-archéologiques, voilà, qui nous ont permis de retrouver des vestiges extrêmement ténus de sociétés qui ne sont pas des sociétés qui laissent des traces monumentales. Ce sont des sociétés pastorales qui laissent des traces extrêmement fugaces dans le paysage. Et puis cette itinérance a continué. À un moment donné, je suis parti habiter en Afrique du Sud pendant un an et demi. Et puis de là, s'est offert une autre opportunité qui était de partir en Éthiopie, donc vraiment complètement à l'autre bout, pour diriger un institut français de recherche. Comme voilà, notre pays a plusieurs instituts comme ça dans différents pays à l'étranger qui permettent à des chercheurs ou chercheuses de résider dans un pays étranger pendant quelques années pour y faire des recherches approfondies et pour y monter des projets en coopération, etc. Donc ce que j'ai fait, donc je suis parti en Éthiopie, et là ça a été un nouveau choc parce qu'il fallait encore tout recommencer. Bon. Et en même temps un défi, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle littérature. Bon. Et puis sur l'Éthiopie, il y a énormément de choses, et puis il y a beaucoup de spécialistes. Bon. Donc je me suis pas du tout, j'ai pas cherché d'ailleurs à me confronter du tout, à m'affronter, disons, à ce qui existait déjà, c'est-à-dire des spécialistes de l'Éthiopie chrétienne, dont la compétence est la langue gaze, etc., etc. J'étais pas du tout capable de faire ça. En revanche, ce que je pouvais faire, c'était apporter une compétence que j'avais acquise au cours de mon itinérance antérieure, c'est-à-dire celle de l'archéologie, et commencer à réfléchir à ces sociétés dont on savait par les sources écrites, aussi bien en gaze qu'en arabe, qu'elles avaient coexisté avec les chrétiens. C'est-à-dire que les sociétés musulmanes d'Éthiopie, il y avait, à côté du grand, puissant royaume chrétien d'Éthiopie, il y avait plusieurs royaumes musulmans. On parle là du 11e, 12e, 13e, 14e, 15e siècle, d'accord, bon. Et plusieurs royaumes musulmans. Et ces royaumes musulmans, on était complètement infichus de les mettre sur une carte. Il suffisait à l'époque d'ouvrir différents livres de synthèse pour s'apercevoir que chaque historien ou historienne y allait un petit peu au jugé en plaçant un royaume là ou bien en plusieurs morceaux à différents endroits pour faire coller avec les éléments disponibles dans la littérature, dans les sources, etc. Bon. Et donc il y avait un défi là qui était de trouver de retrouver des royaumes musulmans. On a monté ça avec un autre collègue, Bertrand Hirsch, celui que j'ai mentionné tout à l'heure à Paris 1, qui lui est toujours spécialiste de l'Éthiopie. On a monté un programme avec des historiens, des archéologues et d'autres disciplines pour essayer de retrouver ces royaumes musulmans. Retrouver des royaumes musulmans, ça veut dire quoi? Ça veut dire retrouver des traces tangibles et matérielles de formations politiques dont on sait par des sources écrites qu'elles ont existé. Ça veut dire ça. Et on a lancé plein de missions. Vous voyez, bon, le royaume chrétien, il est là, donc on allait chercher forcément là, quoi. On allait chercher loin, quoi, où étaient les royaumes musulmans. On les a cherchés, croyez-moi, dans plein d'endroits. En Somalie, à Djibouti, dans l'est de l'Éthiopie, etc. On a trouvé des trucs très intéressants. Chaque mission rapporte des choses, des moissons de résultats qu'il faut publier, etc., avec les collègues éthiopiens. Mais pas de site attribuable de façon convaincante, disons, à ce que pouvait avoir été une capitale d'un sultanat musulman qu'on imaginait être quand même un truc, si je puis dire, assez robuste. Bon. Donc de là, évidemment, plein de théories justificatives peuvent apparaître. C'est-à-dire que, on ne trouvera jamais.
parce que ça a disparu. Ou bien peut-être que ce n'est pas des formations politiques aussi robustes qu'on croit. Donc peut-être qu'il faut arrêter de chercher. Ou bien peut-être qu'on l'a trouvé, mais on ne sait pas que c'est ça. Ou alors peut-être que le site, il est sous une ville actuelle et on ne le trouvera jamais. Il y a plein de théories auto-justificatives comme ça qui sont là pour en fait expliquer notre échec. Et pourquoi pas, hein, elles peuvent être justes. Mais il y a quand même le désir d'aller mettre cette théorie justificative de l'échec à l'épreuve, hein, et puis de continuer. Et si on s'était planté, et si on avait cherché au mauvais endroit, et si les sources nous avaient déroutés, et s'il fallait essayer de chercher ailleurs, là où on ne s'y attend pas, voire même là où ce n'est pas logique. Et on a commencé à chercher tout près du royaume chrétien. Tout près du royaume chrétien. Quand je dis tout près, c'est vraiment tout près. C'est-à-dire que le royaume chrétien en Éthiopie, il était sur les hauts plateaux. Les hauts plateaux d'Éthiopie, c'est vraiment des hauts plateaux, hein. Il n'y a pas l'équivalent en France. C'est à 2500 mètres ou 3000 mètres, c'est des hauts plateaux. Et la bordure du haut plateau, ce n'est pas non plus un euphémisme, hein, c'est un mur. C'est un mur qui, en 20 ou 30 km, tombe de 2500 mètres. C'est un mur. Il y a quelques passes, une tous les 100 km à peu près, qui permettent de passer. Et c'est tout. Et puis, donc on passe très vite du haut plateau aux basses terres. Enfin, en l'espace d'une journée, avec des moyens de locomotion traditionnels, enfin c'est vrai aussi avec une voiture, hein, voilà, on passe du haut plateau aux basses terres. Et on s'est mis à chercher là. On s'est mis à chercher dans l'escarpement, ça s'appelle. Hein, donc cet escarpement, la pente du haut plateau. En cherchant là-dedans, ça veut dire qu'on cherchait dans un endroit, dans un milieu géographique assez ingrat, il faut bien dire, et surtout situé tout près du royaume chrétien. Hein. À un moment donné, la capitale du royaume chrétien a été dans une ville qui s'appelle Debreberan, qui est quasiment au bord du haut plateau, ce qui veut dire qu'en cherchant dans l'escarpement, on cherchait à des endroits qui étaient virtuellement à une journée du royaume chrétien. Et là, croyez-moi ou pas, enfin, en fait, vous êtes obligé de me croire, parce que c'est publié, donc je veux dire, bon, il n'a pas fallu plus de quelques jours pour trouver une ville. Et on s'est dit, mais ça y est, on la tient, cette capitale du sultanat musulman qu'on cherche depuis des années et des années. Ça a changé tout. Comment se fait-il que des musulmans, alors une ville distinctement musulmane, hein, c'est-à-dire avec une mosquée principale, plusieurs autres mosquées, des tombes musulmanes, et puis on voit bien au type d'architecture, etc., etc., et puis on fait des datations, puis boum, ça tombe sur 14e, 15e siècle. Voilà, bon. Donc très très vite, on sait qu'on a trouvé quelque chose de majeur. Et donc très très vite, évidemment, ça change tous les scénarios. Parce qu'il faut arriver à produire une explication historique qui à la fois nous satisfait en expliquant que on a là une capitale qui est... mais en même temps, il faut expliquer pourquoi, si près du royaume chrétien. Donc du coup, la vieille idée d'une inimitié entre chrétiens et musulmans, qui est l'idée que véhiculent les sources chrétiennes, il fallait y renoncer et privilégier plutôt une autre idée qui était celle d'une symbiose économique, d'une cohabitation, voilà, intéressée probablement à des fins économiques et commerciales, voilà, pour expliquer la présence d'une capitale. Voilà. Et puis tout ça, tout ce que je vous fais là, c'est le débriefing, si on peut dire, le soir, après la découverte d'une ville musulmane d'Éthiopie du XIVe siècle là-bas. Mais voilà que le lendemain, on trouve une autre ville. Et là, ça rechange à nouveau tout. Parce qu'on était sûr la veille d'avoir trouvé la capitale, mais si on en a deux, c'est laquelle? Et puis voilà que 3 jours après, on en trouve une troisième ville. Donc là, il faut renoncer à l'idée de chercher une capitale et il faut reformuler les choses en se disant, mais enfin, diable, c'est un pôle urbain qu'on a, avec des villes tous les 20 km, c'est une route commerciale qu'on a, une route commerciale musulmane. Donc, si les musulmans se sont amusés à faire une route commerciale en parallèle du haut plateau, alors que le haut plateau est profondément rural, structuré par un maillage de monastères chrétiens, on a 2 systèmes très différents d'occupation du territoire. 2 systèmes qui en fait sont véritablement faits pour s'articuler l'un à l'autre, les chrétiens sur le haut plateau occupant les terres les plus densément peuplées et les plus facilement cultivables,
très densément cultivée. On y cultive des céréales, du teff. Et puis les musulmans dans l'escarpement, n'ayant pas forcément grand-chose, mais ayant des villes, parce que c'est eux qui maîtrisent les routes commerciales. Donc voilà que s'échafaudent de nouveaux modèles qui permettent de comprendre, à la faveur de découvertes successives, qui permettent de comprendre, de complètement modifier notre vision du paysage politique de l'Éthiopie médiévale, et qui permettent aussi de comprendre pourquoi pendant des années on n'avait pas compris. Parce que tout simplement, on n'avait pas été capable d'imaginer cette hypothèse selon laquelle chrétiens et musulmans étaient si étroitement articulés les uns aux autres. Laquelle de ces trois villes était la capitale du sultanat de l'Ifat, puisque au XIVe, XVe siècle, c'est de ça qu'on parle, Ifat ou Aoufat, bien documenté dans les sources guèzes éthiopiennes chrétiennes, ou bien documenté dans les sources arabes de la même époque. Laquelle de ces villes était la capitale? Aucune. Comment est-ce que je le sais? Parce qu'en fait, 1 an plus tard, on a trouvé une autre ville, cette fois-ci située 20 km au sud, toujours selon le même axe. Et cette fois-ci, on a trouvé une ville, on l'a trouvée en plusieurs temps. La découverte s'est décomposée en plusieurs temps. On a d'abord trouvé une nécropole, un cimetière prestigieux, avec de très belles tombes, gravées avec des inscriptions arabes. Et ces tombes inscrites, dont les marqueurs en surface étaient inscrits avec des inscriptions arabes, ont très très rapidement livré le nom des défunts. Et le nom de ces défunts, on s'est assez vite aperçu que c'était tous et toutes, des hommes et des femmes d'ailleurs, membres d'une famille appelée Walasma. Et on le sait, les Walasma, c'est la famille des sultans de l'Ifat. On venait donc de tomber sur le cimetière royal des sultans de l'Ifat. Là-dessus, on se dit, on ne va pas en rester là, puisqu'on a une nécropole, il faut qu'on trouve la ville. Ça ne va pas être très loin. Et récapitulant les découvertes des années antérieures, comprenant que toutes les villes musulmanes de cette période et de cette région sont globalement situées à 1300-1400 mètres d'altitude, en plein milieu de l'étage altitudinal de l'escarpement, on décide de chercher exactement à cette hauteur-là. On se munit de cartes satellites sur nos téléphones, de cartes topographiques, etc. Et on cible l'endroit le plus proche. Et on tombe sur un petit amba, un relief tabulaire, exactement situé à 1300 mètres d'altitude, là-bas. Et on y va. On décide de monter sur la montagne qui est là-bas. On y va, on monte, et cette fois-ci, j'étais avec Romain Mansan, un autre collègue, qui m'accompagne aussi partout dans mes missions en Afrique, qui est géo-archéologue. Et on arrive, on escalade le en bas on ne trouve pas le chemin naturel, donc on escalade comme ça. Première chose sur laquelle on tombe, c'est un fragment de céladon. Le céladon, c'est un grès cérame cuit à une température très élevée et qui ne peut n'avoir été produit qu'en Chine. Voilà, c'est l'indice immédiat qu'on était sur un site qui avait été à un moment donné, au XIIIe siècle, par là, au XIVe siècle, connecté au grand commerce islamique. Et voilà, il se trouve que c'est le seul fragment de céladon qu'on ait trouvé sur ce plateau. On n'en a pas retrouvé après. Mais ce petit plateau, cette montagne tabulaire, très très vite, 5 minutes après, on trouvait une petite mosquée. 5 minutes après, on trouvait une nouvelle tombe avec une nouvelle inscription arabe d'un nouveau sultan. Et puis 5 minutes après, on trouvait le reste de la ville, c'est-à-dire des bâtiments extrêmement abîmés, très très abîmés, etc. Et là, il nous restait 3-4 jours de mission, pas plus, parce que c'est contraint toujours par une logistique très très serrée, c'est contraint par des autorisations, etc. Donc on ne fait pas n'importe quoi. Et on commence à faire des tout petits sondages. On fait un relevé comme on peut, muni d'un GPS, de croquis à la main sur des carnets. Enfin, on bricole parce qu'on a très peu de temps. Et on commence à faire des tout petits sondages pour la future publication, tout simplement, pour pouvoir dire ce qu'on a vu, stratigraphie, etc., datation. Bon. Et
Et plus on fait ces petits sondages, plus on débroussaille autour des trucs, plus on fait plus on fouille dans la mosquée, etc., plus on se dit qu'en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas une ville qu'on est en train de fouiller, c'est quelque chose de à la fois très très robuste, mais il y manque quand même de l'habitat, il manque plein de choses. Et puis bon. En fait, c'est pas la ville, quoi. En fait, c'est une citadelle. Voilà, c'est une citadelle qui était sur cette montagne tabulaire, avec sa petite mosquée, qui d'ailleurs n'était pas non plus une mosquée urbaine, toute petite mosquée familiale. Hein. En fait, c'était la citadelle princière. Voilà. Sauf que ça, on le comprend à J-1. Il nous reste donc une journée pour trouver la ville. Et là, bon ben, y a pas le choix. On a la nécropole à un endroit, à 2 km de là, on a ce qu'on croyait être la ville, qui est en fait une montagne tabulaire avec une citadelle. Mais il faut chercher, quoi. Et puis, en fait, ça a pris une demi-heure. Voilà, en partant sous les broussailles. Et en marchant une vingtaine de minutes à quatre pattes sous les arbustes, très très vite, je suis tombé sur des amas sur des très 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 vastes amas d'épandages de céramique, et puis des ruines, sur des kilomètres et des kilomètres carrés. Voilà. Une ville exceptionnellement vaste, jamais vue auparavant, enfin entièrement arasée sous la broussaille, et de laquelle émergeait néanmoins à un endroit les murs rectangulaires d'une mosquée, une grande mosquée, enfin une mosquée du vendredi, et à côté de laquelle se trouvait un cimetière avec plein de tombes anonymes, plus une à nouveau inscrite, l'inscription n'étant pas cette fois l'inscription d'un sultan, mais l'inscription d'un dignitaire religieux. Et puis voilà. Et puis là, il reste simplement quelques heures pour faire un travail de documentation. On n'a pas le temps de faire de façon plus poussée que ça, c'est-à-dire on appelle le reste de l'équipe, et puis il faut en quelques heures faire un relevé à vue, en circonscrivant la ville comme on peut, en décrivant avec des photos ce qu'on peut voir comme ça sous un couvert arbustif extrêmement dense, en collectant ce qu'on peut collecter, en mettant dans des sachets, et voilà. Et c'est à peu près tout, puisqu'on n'a jamais pu y retourner ensuite. Bon. Et ça c'est le processus accidenté d'une découverte qui n'est jamais complètement achevée, ni jamais complètement sûre, qui se développe d'un jour sur l'autre et d'un échec sur l'autre ou d'une réussite sur l'autre, hein, mais qui à chaque fois ajoute au tableau une touche, ou ajoute au puzzle une pièce. Et chaque pièce ajoutée à ce puzzle vous permet, comme quand on fait un puzzle, d'entièrement réinterpréter le tableau que vous êtes en train de reconstituer. Chacune de ces pièces individuelles vous permet de le faire. Et alors, là, il se trouve que la chance veut que les pièces capitales de l'IFAT, on en a 3. On a la nécropole, la citadelle, la ville, qu'on peut adjointer les unes aux autres. Et puis en plus, on peut adjointer ce petit paquet de 3 pièces tout près du royaume chrétien. C'est formidable, parce que très souvent, c'est pas comme ça que ça se passe. Enfin, on a une pièce, puis on ne sait pas très bien où la poser sur notre puzzle. Mais je raconte tout ça pour expliquer que à la fois qu'une découverte est un processus très très lent, très très accidenté, et en même temps un processus heuristique, c'est pour utiliser un gros mot, qui ne cesse de vous permettre de réinterpréter toujours à zéro, rarement de façon cumulative en réalité, hein, toujours à zéro. Le paysage du passé que vous êtes en train d'essayer de dépeindre et de mettre à jour. Voilà. Bon.
Et puis après ça, ça c'était l'Éthiopie. J'ai fait d'autres choses. Hein. Je travaillais avec d'autres gens. Je pourrais mentionner un très très beau projet aussi à La Libella que j'ai contribué à lancer avec mes collègues Marie-Laure Derat et Claire Bosque Thiessé. La Libella, c'est un site chrétien sur le Haut-Plateau justement, un site chrétien rupestre. Par rupestre, je veux dire par là entièrement sculpté. Pas rupestre au sens de peinture. Rupestre comme dans le Sahara, rupestre au sens fait en pierre, tout simplement. C'est un site, c'est difficile à expliquer tant que vous ne l'aurez pas vu. Hein, donc je vous invite à aller voir sur vos téléphones à quoi ça ressemble. C'est un site dont les églises sont entièrement sculptées. Hein, donc prenez le sol, tracez un grand carré, et videz entièrement ce carré en réservant au milieu la masse dont vous ferez votre église, sculptez extérieurement votre église en forme d'église, et ensuite faites des trous dedans pour sculpter tout l'intérieur, pour évider tout l'intérieur. D'accord ? Ça fait une église, d'un seul tenant. Et toutes sont faites comme ça. Alors, toutes sont faites comme ça en 3D, si je puis dire, ou toutes sont faites comme ça à l'intérieur de grottes, elles-mêmes complètement artificielles, puisqu'en fait, tout est creusé pour faire grotte. Bon. Et elles sont toutes comme ça, reliées par des tunnels souterrains, reliées par des galeries à ciel ouvert, par des escaliers, etc. Bon. Et c'est le site de La Libella, un site très compliqué parce que comme il est creusé, c'est en fait tout le contraire d'un site archéologique. Hein, un site archéologique, ça se dépose. Et comme ça se dépose, ça s'élève. Et comme ça s'élève, un jour, on peut fouiller, faire des trous dedans et donc retraverser la stratigraphie. C'est comme ça qu'on sait. Bon. Mais comment on fait pour travailler avec un site qui est entièrement creusé ? C'est-à-dire qu'en fait, dont les fabricants, dont les habitants ont enlevé la matière. Ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes parce qu'a priori, ça devient un site sans histoire, hein, sans archéologie. Bon. Néanmoins, on a inventé des méthodes pour travailler avec ça. Et ça fait maintenant 20 ans qu'on y... 20 ans ? Non, pas tant que ça. 2008, on a commencé. Ça fait quoi 15 ans qu'on y travaille. Ça continue. Et avec une très très grosse équipe franco-éthiopienne. Et on travaille sur ce site là sous la direction maintenant de Marie-Laure Derat, ma collègue du CNRS. Et puis de là, je suis parti ailleurs. J'ai fait des fouilles au Maroc, à Sigil Massa, un site, donc une ville encore, parce que c'est ça qui m'intéresse, une ville au bord du Sahara, qui entre le 7e et le 14e ou 15e siècle a été, donc c'est dans le sud-est du Maroc actuel, vraiment en bordure du Sahara. Pour ceux qui connaissent, c'est à quelques kilomètres au nord, à 40 kilomètres au nord de la fameuse dune de Merzouga qui attire tous les touristes. Vous voyez, c'est une espèce de grande dune comme ça, orange. Bon. Et donc vous avez avant ça, dans le dernier chef-lieu urbain, qui s'appelle Rissani, des ruines en plein milieu de la ville, qui sont les ruines de ce site médiéval qui s'appelle Sigil Massa. Et Sigil Massa était en bordure du Sahara parce que c'était donc un port, hein, pas au bord de l'eau, mais au bord du sable. Quoi. C'est un port où les marchands arrivaient en caravane, et puis là, on se pose pendant quelques mois, on fait les courses, on achète des chameaux, on engraisse les chameaux, on achète des dattes, on fait des paquets de dattes pour le voyage, on achète du fourrage pour les chameaux, on achète des gourdes, etc., etc. Bon, et puis à un moment donné, on part en caravane de centaines ou de milliers de chameaux pour un voyage qui dure 60, 70, 80 jours. D'accord ? Bon. Avant d'arriver de l'autre côté, quoi. Bon. L'autre côté, c'est-à-dire l'extrême sud de la Mauritanie actuelle, ou le Sénégal, ou le Mali. Bon. Et évidemment, Sigil Massa, c'est compliqué. Et d'ailleurs, si c'était pas compliqué, ça m'intéresserait pas. Enfin, c'est compliqué parce que c'est une architecture qui pose des problèmes. C'est une architecture en terre qui s'appelle le pisé, c'est-à-dire une technique qui consiste une technique de construction qui consiste à utiliser des planches, deux planches parallèles comme ça, un coffrage, quoi, puis vous le remplissez d'un mélange de terre, tout simplement. Il n'y a pas de ciment, il n'y a rien, hein, donc c'est vraiment de la terre.
avec un dégraissant qui peut être, je sais pas, des bouts de charbon, des bouts de céramique que vous ramassez, n'importe quoi, des bouts de bois, des os, etc. Bon. Et puis, voilà. Et puis, vous laissez sécher votre banchage, et puis vous remontez des planches là-dessus, puis vous remontez. Ça fait un mur qui fait 50 cm d'épaisseur, puis vous montez comme ça votre mur. C'est une architecture très belle, mais qui est sujette à un cycle d'érosion. C'est-à-dire que ça dure pas des siècles, quoi. Ça dure pas des siècles, ça dure en gros, en fait, on ne sait pas très bien combien de temps. Il y a des murs aujourd'hui qui sont en élévation sur ce site, voilà, et qui s'effondrent. Donc on ne sait pas très bien de quand est-ce que ces murs ont été construits, etc. Et puis tous les villages autour, qui s'appellent des Ksours, un Ksar, des Ksours, sont construits de la même façon, en ce même matériau, qui s'appelle donc le pisé. Puis en fait, en interrogeant les gens et en se documentant sur la technique, etc., on comprend vite que le pisé a un cycle à peu près d'1 siècle et demi. C'est-à-dire qu'en fait, on fabrique un bâtiment tout neuf avec son Ksar, et puis 1 siècle et demi plus tard, voilà, on le répare pendant quelques années, voyez, bon, et puis au bout d'1 siècle et demi, il est complètement décati, à moitié effondré. C'est même pas la peine d'essayer de restaurer quoi que ce soit. On en refabrique un nouveau à 300 mètres de là, en abandonnant le premier, et puis on recommence. Bon. Et donc évidemment, ça laisse des vestiges assez ingrats, croyez-moi. C'est-à-dire que quand la terre, qui est en fait une terre très 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 sableuse, et très très limoneuse, très limoneuse, oui. Quand cette terre, quand ce mélange très limoneux retombe en poussière, il refait du limon, quoi. Ça refait exactement du limon. C'est-à-dire qu'en fait, il est extrêmement délicat d'arriver à trouver des murs lorsqu'ils sont faits d'un matériau naturel, voilà, et que une fois qu'ils retombent en poussière, ils redonnent ce même matériau naturel. La seule chose qui vous permet de le trouver, c'est la densité. Mais comme ils peuvent être très érodés, voilà, on ne le voit pas forcément. Et puis quand tout ça est enrobé de poussière vers 11h du matin et qu'il fait 50 degrés et qu'il y a des vents de sable, on voit, l'expérience s'acquiert, voilà, d'arriver à fouiller ça pour arriver à retrouver des trucs. Bon. Et donc on retrouve patiemment comme ça, après des années, après 8 ans de fouilles, on a réussi à comprendre les vestiges d'un secteur. Et d'un secteur urbain de Sigil-Massa. Et puis voilà, puis ça s'est arrêté il y a quelques années. Et puis là-dessus, ça fait combien de temps que je parle? Ça fait presque 1 heure. Et là-dessus, il y a quelques années, j'ai décidé d'arrêter et puis de revenir en Éthiopie. Donc je suis reparti en Éthiopie. Et puis là-dessus, j'ai été élu au Collège de France il y a 3 ans ou 4 ans, ce qui évidemment donne à la fois donne des responsabilités qui sont d'abord celles de préparer un cours tout neuf chaque année, voilà, qui soit à la fois disponible au public et en même temps qui soit à la pointe de la recherche, l'actualité de la recherche, ce qui est un drôle d'exercice, assez exigeant. Et puis des sollicitations auxquelles il faut répondre, etc. Et donc moins de temps pour aller sur le terrain. Et puis en même temps aussi, il faut le dire, parce que ça fait partie des aléas de la recherche, en même temps aussi des situations géopolitiques en Afrique qui ferment certains pays. Voilà, j'avais le projet, par exemple, de travailler au Mali, et on avait pris date avec des collègues maliens et maliennes, voilà, pour des historiens et archéologues maliens et maliennes, pour commencer à réfléchir à ce que pourrait être un centre de recherche dédié aux sciences du passé qui serait à Bamako. C'était il y a 3 ans de ça, ou 4 ans de ça, 3 ans de ça, ouais. Et qui permettrait de répondre à plein de questions, voilà, à plein de problèmes urgents, notamment des questions scientifiques et des problèmes urgents. Les problèmes urgents, c'est par exemple le fait, comme me le disaient mes collègues maliennes et maliens, c'est que lorsqu'ils veulent travailler dans la documentation, dans la littérature, ils ne peuvent pas le trouver à Bamako, donc ils sont obligés d'aller à Paris ou d'aller ailleurs. C'est dans les bibliothèques à Paris qu'ils viennent travailler sur leur propre pays. Et donc évidemment, ça veut dire qu'il y a quand même un petit problème. Donc il y avait cette idée de concevoir quelque chose qui permettrait un institut qui permettrait de
d'aider les collègues maliens et maliennes à se remettre dans une conversation et de rééquilibrer une dissymétrie documentaire assez grave. Et puis en même temps, des questions scientifiques, des problèmes scientifiques, comme une qui m'intéresse passionnément, c'est la question de la capitale du Mali, puisque elle aussi, par exemple, on se pose la question de où est la capitale du Mali du XIVe siècle. Je précise pour celles et ceux qui n'ont pas encore écouté mon cours de cette année que dans la troisième année de mon cours, donc ça se trouve sur le site du Collège de France. Ça n'est pas encore disponible sur les podcasts de France Culture et etc. Mais sur le site du Collège de France, la troisième année de mon cours qui s'appelle Mali, je ne sais pas comment ça s'appelle. Enfin bref, c'est sur le Mali. Et dans l'une des séances est consacrée à cette question-là. Et je propose une hypothèse de localisation de la capitale du Mali, la capitale impériale du Mali au XIVe siècle. Donc ça continue de m'intéresser, même si, pour les raisons que je viens de dire, en fait, la succession de coups d'État au Mali, puis la très très grave insécurité sur la rive gauche du fleuve Niger, il n'est pas envisageable de lancer ni de mettre en danger des collègues maliens, ni de mettre en danger des étudiants maliens ou français, ni même de monter une mission archéologique au Mali dans les régions en question. Donc ça a été un très gros échec parce qu'on avait vraiment commencé à réfléchir, on avait commencé à chercher des financements, on avait trouvé des promesses de financement, etc. Puis tout ça s'est effondré. Et puis parallèlement, parallèlement en Éthiopie aussi, vous savez peut-être qu'une guerre civile très très grave s'est déclenchée avec des implications, avec des massacres, extrêmement graves. Et j'avais là aussi l'ambition de monter un gros projet sur un site dont j'ai pas parlé là, mais bon, parce que j'ai pas le temps, mais d'un site exceptionnel situé dans la province du Tigray, donc la province du nord de l'Éthiopie, et pour lequel j'avais quasi obtenu un très 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 gros financement, et le quasi s'est tourné en échec à cause de la guerre. Voilà. Donc voilà, donc ça fait beaucoup d'échecs qui font partie de la vie de la recherche. Mais bon, si vous lisez ce livre, vous verrez que c'est fait de ça. Enfin, je veux dire, une vie de chercheur ou de chercheuse est fait de ça. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait, quoi, voilà, de ces échecs. Et je crois que j'ai trouvé ma bonne conclusion avant de vous céder la parole. Voilà, merci. Pour rester sur l'Éthiopie, est-ce que l'équipe dont vous avez parlé à la Libella peut continuer de travailler dans le contexte actuel ? Ça a été interrompu pendant 2 ans, et là, effectivement, tout à fait dernièrement, les chercheurs éthiopiens et français, ont pu retourner dans un contexte un petit peu délicat. Et alors, ça n'est recommandable à personne, je vous le dis, c'est que c'est pas possible d'y aller en touriste, les diplomates n'y vont pas, etc., etc. Ça n'est possible aux chercheurs que parce que les chercheurs français, françaises et éthiopiens, éthiopiennes, qui y travaillent depuis de très très longues années, ont noué des relations de confiance très 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 puissantes avec les communautés locales, fournissent du travail aux communautés locales, etc. Et ont noué une très profonde relation de confiance avec aussi bien l'Église que les communautés, etc. Et donc voilà. Donc oui, voilà. Donc là, c'est possible. Voilà. Mais ne prenez pas ça comme un argument pour y aller, parce que c'est vraiment en fait interdit, quoi. Donc voilà. Ce qui s'appelle très fortement déconseillé. Voilà. Est-ce que toutes les villes que vous avez décrites, appartenant à ces sultanats, je peux dire au pluriel, ces sultanats, ils donnent sur la plaine du Danakil, ils sont dans le talus de la dépression, et ils sont à partir de quel niveau ? Niveau de Mekele en Éthiopie en remontant ? Ça, c'est une très bonne question. Alors, il se trouve que... Alors ça, c'est une bonne question. On a trouvé ces capitales. Bon.
ça ne nous dit pas complètement où était, comment se dessinait le territoire de ces formations politiques, de ces royaumes, disons. Bon. Et bah oui, parce que le territoire, ce qu'on comprend maintenant qu'on a trouvé ces villes et qu'on est sûr que ces villes appartiennent à un pôle urbain dont l'une ouais, est la capitale, c'est que à coup sûr, c'était pas au centre du royaume. Parce que de toute façon, c'est à 20 km du bord du Chrétien. Et bizarrement, ça surplombe effectivement le désert des Danakil. C'est-à-dire qu'en fait, à 10 km plus bas, on est en plein désert. Et c'est un désert vraiment aride, à côté duquel le Sahara fait figure de plaisanterie. Et vraiment, vraiment aride. Enfin, je veux dire, il y a même des zones à moins 50 mètres où il fait 50 degrés en permanence. Enfin, et donc, où était leur territoire? Voilà. Donc, ils pouvaient avoir des espèces de territoires très, très bizarres. Ils pouvaient avoir des territoires réticulaires. Etc. Ou alors, ils pouvaient effectivement être étendus le long, comme ça, tout le long de l'escarpement, le long du talus, comme vous dites. Bon. Alors, ça pose la question y a-t-il des villes aussi tout le long de l'escarpement jusqu'à Mekele, jusqu'au nord? Et puis, il y a un autre pays au nord, qui est l'Érythrée. Je ne peux pas vous répondre. Alors, je peux apporter une pièce du puzzle. C'est un autre collègue à moi, Julien Loiseau, qui est à Marseille, qui lui a monté un projet il y a quelques années pour étudier un cimetière musulman du 11e, 14e siècle, je crois, comme ça de mémoire, qui est situé dans l'est du Tigré, pareil, en bordure du plateau, qui atteste qu'à cette époque-là, il y avait aussi une communauté musulmane. Bon. Mais c'est juste une pièce du puzzle, comme un petit peu sur un puzzle, vous savez que vous avez une pièce avec quelques inscriptions musulmanes, et puis vous savez que c'est en gros par là qu'elle sera sur le puzzle, quand le puzzle sera complet, si jamais il est complet un jour. C'est tout ce qu'on peut dire. Y a-t-il d'autres villes entre les deux? Il faudrait prospecter, ça n'a jamais été fait. Alors, je vois déjà que certaines, mais qu'est-ce qu'il attend pour le faire? Enfin, qu'est-ce qu'il attend pour y aller? C'est parce que c'est compliqué, quoi. C'est très, très, très compliqué. Ça coûte de l'argent. Ça se monte pas comme ça. Il faut des autorisations. Il faut forcément des partenariats. On travaille forcément avec des chercheurs éthiopiens. Et il faut des opportunités. Il faut des fenêtres dans lesquelles on ne sait pas tirer dessus. Et il faut de l'argent. Voilà, bon. Et donc, donc ça se fait pas comme ça. Et puis, qu'en est-il de l'Érythrée? Là, c'est un autre problème. Là, vous savez peut-être que l'Érythrée, c'est une dictature sanguinaire. Donc, on n'y travaille pas si facilement. Certains y travaillent, mais personnellement, je me refuse à travailler dans ces conditions-là. Et donc voilà. Il faudrait juste être équitable en termes de distribution spatiale afin de privilégier les gens. Alors, ma question est très modeste parce que je ne suis pas du tout historienne, enfin je suis assez inculte en la matière, et donc il y a quelque chose qui m'a interpellée. Je voulais juste une précision, parce que vous parlez toujours, que ce soit pour l'Éthiopie, que ce soit pour le Mali, que ce soit pour vous parlez des recherches et vous parlez comme toujours en référence au XIVe siècle. Est-ce que ça veut dire que pour ce qui est de l'histoire de l'Afrique, nous avons ce qu'il faut, entre guillemets, même si c'est parcellaire, mais du XIVe jusqu'à maintenant, et que donc forcément on remonte, ou est-ce que c'est autre chose? C'est juste une bête question. C'est intéressant, je ne me suis pas rendu compte que c'est juste parce qu'il se trouve, c'est un hasard, il se trouve que moi j'ai travaillé sur ça, mais c'est un peu un hasard parce que j'ai pas fait exprès, si vous voulez, que les sites éthiopiens que je découvre datent du XIVe, XVe siècle, et puis c'est pas non plus bon. Non, en fait... Il est possible, mais c'est compliqué à argumenter, il est même possible qu'il y ait eu une espèce d'âge d'or de l'Afrique, des sociétés africaines au XIVe siècle. Et si vous mettez bout à bout le royaume du Mali, l'empire du Mali, je milite dans mon cours, je plaide pour appeler ça un empire. C'est véritablement une structure impériale, donc c'est pas de la blague. Enfin, je veux dire, on a le droit d'appeler ça l'empire du Mali. Et c'est formidablement puissant au XIVe siècle. 2 sultans de suite, 2 frères, Moussa et Soulaïman, règnent sur le Mali. Ils sont à la fois maîtres de leur propre domaine royal, probablement malinqué, encore que, mais par ailleurs, ils sont suzerains de toute une série d'autres gens, d'autres ethnicités, Touareg, Soninké, Songhai, etc., dans un périmètre très, 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 très vaste. Enfin, incroyablement vaste, qui va de la côte atlantique jusqu'à la boucle jusqu'à Gao, jusqu'à la boucle du Niger.
C'est incroyable comme territoire. C'est pas alors attention, c'est pas un territoire uniformément peuplé comme, je sais pas, comme la Loire et la Seine, vous voyez ce que je veux dire. Bon, mais néanmoins quand même quoi. C'est quand même des sociétés agricultrices tout le long. Et ça, c'est quand même une formation politique incroyable. Et puis, vous avez le Kanem-Bornou, si on se déplace vers l'Est, d'accord, bon, autour du lac Tchad. Ça, c'est spectaculaire aussi. Ça, c'est quand même une formation politique qui, alors, elle traverse une crise climatique au XIVe, XVe siècle, parce que le lac s'assèche, etc. Bon. Mais néanmoins, c'est une formation politique extrêmement puissante. C'est le XIVe, XVe siècle, physiquement, je me déplace vers l'Est. C'est la Nubie. Alors, la Nubie chrétienne qui existe depuis le VIe siècle. Il y a des royaumes chrétiens en Nubie qui correspond à peu près au ce qui est le Soudan, en fait, la République du Soudan actuelle. Tout le long du Nil, il y a deux royaumes chrétiens. Et avec des centaines et des centaines d'églises. Enfin, je veux dire, c'est pas rien, hein, c'est pas nominal, je veux dire quoi. C'est véritablement une société chrétienne, quoi. Et elle décline, elle s'éteint vers le XVe siècle, remplacée par une formation musulmane très puissante, les Fondj. Bon. Et puis en Éthiopie, c'est l'apogée aussi du royaume chrétien d'Éthiopie, le XIVe, XVe siècle, véritablement. Et puis il y a aussi des royaumes musulmans comme l'Ifat qui sont. Et puis tout le long de la côte, depuis le sud du Mozambique jusqu'au le sud de la Somalie jusqu'au Mozambique, vous avez là aussi des cités-États. Alors ça paraît tout petit spatialement, hein, c'est tout petit spatialement, mais ça peut être formidablement puissant, ça peut être comme Venise. Et c'est le cas, c'est-à-dire que des cités-États comme Mombasa, comme Kilwa surtout, en actuelle Tanzanie, sont des cités qui règne à la croisée entre l'océan Indien d'un côté, tout le bassin économique du monde musulman, et puis côté continental de l'Afrique, le réseau de l'or, tous les réseaux de l'or, d'acheminement de l'or. C'est une ville qui contrôle toute la partie orientale du commerce de l'or. Bon. Et donc 14e, 15e siècle, c'est véritablement, il y a un moment spectaculaire de puissance des sociétés africaines. Non ? Alors, c'est compliqué, ça, c'est compliqué. Non, c'est compliqué. Je ne saurais pas encore. Je ne saurais pas. Dans mon cours au Collège de France, j'émets des hypothèses sur ça, voilà, sur les connexions, sur le changement de, voilà, sur les connexions qui se perdent. Alors oui, vous savez peut-être pas d'ailleurs que je suis le promoteur de l'idée d'un Moyen Âge global qui n'est pas une civilisation occidentale pour moi, hein, qui est un système qui est une géographie, une documentation et un système de connexion qui réunit tout l'ancien monde, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'Europe, l'Asie, l'Afrique, et qui les réunit autour d'un système articulé de connexion qui articule les unes aux autres des provinces du monde. Bon, voilà. Et plusieurs sociétés, plusieurs formations politiques africaines centrées sur une ou plusieurs sociétés en leur sein participent, voilà, de ce Moyen Âge global, Voilà. Et pendant la période médiévale, donc par définition. Et voilà. Et il est vrai que ce système-là, ce système d'articulation, ce que j'appelle de façon plus technique, ce régime de connexion, voilà, change autour du XVe siècle. Bon. Il change autour du XVe siècle pour plein de facteurs, voilà, à cause d'un déclin économique du monde islamique, à cause de l'ouverture par les Portugais d'une route par le sud de l'Afrique, etc. Voilà. Donc il y a toute une série de facteurs qui détournent des routes, qui modifient la géographie globale des routes, voilà, et qui changent beaucoup de choses. Et voilà. Mais sinon, oui, sinon, je veux dire, dans l'absolu, je pourrais parfaitement m'intéresser aussi à des villes du XIe siècle. C'est bon. Et il y en a une.
enfin, on ne peut pas dire qu'elle nous tend les bras parce qu'elle est dans un endroit vraiment pourri, si je puis dire. C'est vraiment dans le coin sud-est de la Mauritanie actuelle. Zone dangereuse, enfin on ne peut pas y aller pour plein de raisons qu'on appellera pudiquement géopolitiques, bon, et qui s'appelle Koumbi Salé, c'est à 15 ou 20 km de la frontière du Mali. Je crois que je l'ai dit avant-hier dans une conversation, ou hier, je ne sais plus quand, c'est le plus spectaculaire site urbain d'Afrique. C'est un site, c'est un tel archéologique, c'est une colline de vestiges, hein, vraiment, qui fait quelque chose comme, je sais pas, 7 ou 8 km de circonférence, très très densément. Voilà. Et ça correspond très probablement à une composante seulement, hein, de la ville de Ghana, la capitale du Ghana médiéval. Le Ghana médiéval n'a rien à voir avec le Ghana actuel. Hein. Voilà, le Ghana médiéval était par là, à cheval sur l'extrême sud de la Mauritanie, et puis je sais pas, la haute vallée du Sénégal, et puis la haute vallée du fleuve Niger, quoi. Voilà, la moyenne, bon, voilà, par là. Et l'ouest du Mali, quoi. Et là, il y avait cette ville qui s'appelle Ghana, qu'un auteur arabe, Al-Bakri, nous décrit comme étant une ville faite de deux villes, voilà, et dont une composante était la ville des marchands étrangers, donc des marchands venus du monde musulman, ceux qui ont traversé le Sahara, d'accord, et qui sont établis là. Et puis l'autre composante, c'est la ville du roi du Ghana, qui est un roi africain, hein, probablement de langue soninké, avec sa société, on est au XIe siècle, le royaume est encore païen, et avec les villages, avec une mosquée quand même pour accueillir les marchands qui viennent le voir, et puis les prisons, la nécropole royale, etc. Bon, voilà. Donc voilà, une ville faite d'un pôle de deux villes, dont on ne connaît pour l'instant que le pôle nord, si je puis dire, c'est-à-dire que le pôle correspondant à la ville des marchands étrangers. Alors cette ville a fait l'objet de quelques fouilles, quantitativement d'énormes fouilles dans les années 70 et 80, mais proportionnellement rien. C'est-à-dire qu'en fait, 2% du site ont été fouillés dans des conditions logistiques très dures. Enfin voilà, il faudrait beaucoup de moyens, voilà, pour transporter dans cette région-là. Des moyens logistiques, des camions, des trucs, des pelles, des pioches, des brouettes, etc., pour transporter des ouvriers, quoi, hein, et puis les payer, et puis leur permettre de vivre, et puis construire probablement des puits, et puis ceci, et puis cela. Donc ce serait absolument colossal. Ce qui, au passage, en dit long. Ça, c'est quand même un sujet intéressant. En dit long sur comment se fait-il que ce soit si compliqué aujourd'hui pour aller dans une ville qui était au centre des connexions au XIe siècle, puisque tout le monde y passait, puisqu'il fallait y passer, il n'y a pas l'autre choix. C'est comme ça que le royaume du Ghana, qui était très 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 puissant, c'était le principal partenaire du monde islamique au XIe siècle. Hein. C'était le principal fournisseur d'or. Tous les auteurs arabes le disent, hein, au XIe siècle. Hein. Le roi du Ghana, et Al-Bakri nous fait une description. Cet auteur andalou du XIe siècle nous fait une description assez géniale. En plus, il n'a pas du tout, lui, de biais spécialement. Il n'a pas de biais raciste. Voilà, il décrit de façon très, très sympa, quoi, ce royaume du Ghana qui a des pratiques totalement païennes et qui se trouve être super puissant et commercer avec leurs partenaires commerciaux musulmans. Bon, voilà. Bon. Et voilà, donc ça c'est une ville que j'aimerais un jour fouiller, mais ça ne se réalisera jamais. Mais voilà, ce serait très intéressant. Et après, voilà, il y a les sources arabes ou les sources dans d'autres langues nous indiquent bien qu'il y a des villes de toute nature et de toute époque. Voilà, et pendant cette période-là, il y avait monsieur à qui je... Voilà. Vous avez en partie répondu, mais du coup, est-ce que si on va au-delà du XIe siècle, c'est-à-dire à l'Antiquité et les 10 premiers siècles après Jésus-Christ, si on compare par exemple avec un continent comme l'Europe ou
ou l'Asie, la Chine, etc. Est-ce qu'il y a aussi quand même une grande densité de maillage urbain ou géopolitique d'importance, ou vraiment, pour des raisons par exemple démographiques, l'Afrique n'a pas connu ce développement-là? Et deuxièmement, concernant vos recherches sur l'Éthiopie, j'ai cru comprendre du coup que le royaume chrétien était beaucoup plus puissant et riche que le sultanat musulman. Le fait qu'ils aient pu coexister, est-ce que c'était une volonté géopolitique? C'était de l'intérêt, vous le laissiez peut-être entendre d'un point de vue commercial, de l'intérêt du royaume chrétien de laisser subsister ce petit bout-là qu'ils auraient peut-être pu envahir et détruire Ouais, alors je commençais par cette deuxième question qui est précisément, enfin ça pose une question, c'est-à-dire que comment se fait-il que ces chrétiens et ces musulmans, ces formations politiques chrétiennes et musulmanes, voilà, et de toute évidence durablement cohabité les unes à côté des autres, et en dépit même de ce que les sources écrites produites en leur sein nous laissent croire, puisqu'en fait elles aiment bien se laisser croire et nous laisser croire qu'elles étaient en fight permanent, bon, et qu'elles étaient ennemies, etc. Bon. Oui, enfin, ils étaient plusieurs, et puis c'était pas si facile que ça non plus de changer, voilà, d'attaquer dans l'escarpement. Enfin, bref, il y a quand même plein de raisons. En fait, ce que je crois, moi, c'est qu'il y avait une véritable symbiose économique. C'est-à-dire que les musulmans étaient autant les chrétiens tenaient les hauts plateaux, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les zones de ressources. Donc, c'est les ressources agricoles et minières et serviles. Donc, sur les hauts plateaux, vous avez un monde plein, un monde paysan plein, et qui produit un surplus, en céréales, en esclaves, etc. Et probablement aussi en minéraux, genre en or, etc. Bon. Et puis dans l'escarpement, là c'est plus compliqué. Dans l'escarpement, c'est quand même plus ingrat. Mais l'avantage qu'on a en tenant cet escarpement, c'est que si on y installe des villes, ces villes deviennent l'articulation. En fait, paradoxalement, c'est plus facile de circuler le long de l'escarpement longitudinalement que ça ne l'est sur les hauts plateaux, parce qui est barré de canyons. De canyons très très profonds, pas des canyons de 1000 mètres, hein, c'est des vrais canyons, quoi. Et voilà. Et donc c'est en fait plus facile. Donc en fait, là il y a les routes. Là il y a les routes le long de l'escarpement. C'est pas très facile à descendre comme ça. C'est même très très dur. Mais longitudinalement, voilà. Donc en fait, une espèce d'articulation entre ceux qui sont dans l'escarpement, qui n'ont pas grand-chose, mais qui ont les routes, et puis ceux qui sont sur le haut plateau, qui ont les ressources, mais qui n'ont pas les routes. Voilà. Et donc se fait une espèce d'articulation comme ça, qui pour l'instant, c'est comme ça. Je modélise de cette façon-là la cohabitation. Ça ne durera pas tout le temps, hein, parce qu'en fait, d'abord, en même temps, il y a une compétition qui se met en place, une compétition probablement, un glissement parallèle vers le sud de ces sociétés chrétiennes et musulmanes, une compétition pour les âmes, pour la conversion des païens au fur et à mesure. Et puis cette compétition qui devient de plus en plus agressive, elle vire complètement elle bascule au XVe siècle, milieu du XVe siècle. Et là, c'est des guerres véritablement. Jusqu'à cette période-là, le roi chrétien, qui se permet d'avoir plusieurs femmes tout en étant chrétien, il a souvent des femmes musulmanes, hein. Parce qu'en fait, il se marie avec. Les sultans musulmans sont plus ou moins des féaux. Donc bon, bah, donne-moi ta fille, et puis comme ça, moi, je te laisse tranquille. Enfin, bon, c'est des espèces. C'est tout simplement très féodal. Enfin, c'est comme au Moyen-Âge en Europe, quoi. Mais à partir du milieu du XVe siècle, ça tourne mal. Et ça tourne véritablement très 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 mal dans le premier tiers du XVIe siècle, avec véritablement là des guerres saintes. Voilà, bon, donc d'abord les sociétés musulmanes de l'Est éthiopien réagissent en face des incursions et des prétentions répétées des chrétiens à les absorber et à les dominer, réagissent avec un djihad, voilà, une conquête de l'Éthiopie des hauts plateaux, et qui réussit quasiment à anéantir non seulement la royauté, mais la société chrétienne, jusqu'à un moment où il y a un changement un revirement de situation, et puis le roi chrétien reconquiert et détruit quasiment entièrement la civilisation islamique médiévale d'Éthiopie, à l'exception de quelques poches qui restent. Vraiment. Donc voilà, donc ça tourne très très mal à un moment donné. Et à partir de là s'enclenche un autre processus très intéressant aussi, c'est que c'est un processus de réécriture de l'histoire. C'est qu'évidemment les vainqueurs réécrivent complètement le truc. C'est là que les sites archéologiques disparaissent, voire parfois même sont arasés jusqu'aux fondations. Donc bon, en fait, il y a mais comme partout, mais c'est voilà,
de ce point de vue-là, la banalité historique de l'Éthiopie est intéressante à observer comme dans n'importe quelle autre région du monde, voilà, sur des processus tout à fait communs et extrêmement intéressants. Je vais passer la parole au monsieur là-bas. Ouais. Ah bah je peux pas. C'était quoi? Attendez, redites-moi. C'était si on compare avec l'Europe, par exemple. Ah oui, oui, le maillage urbain. Ok. Pardon, est-ce que ça vous envie de passer le... Oui, bien sûr. Oui. Bonjour. C'est une question qui fait écho au 4e de couverture de votre livre Penser l'histoire de l'Afrique. Et c'est une question un peu générale. Comment, à travers vos différentes investigations, cela vous amène à déconstruire les représentations, je cite, héritées de siècles de la traite des esclaves et puis du colonialisme? Si vous permettez, une question. Ah, pardon. Alors, première question, celle de monsieur Devant sur le maillage. Oui, il y a un formidable maillage urbain. Alors, selon les époques, il n'est pas au même endroit, mais il y a un formidable maillage urbain. Je pourrais en prendre plein d'exemples, mais par exemple, le royaume du Mali, le problème, c'est qu'on le connaît mal. C'est qu'il est mal documenté. Mais si on s'appuie sur les sources arabes, on voit très très bien qu'à toutes les époques, au sud du Sahara, il y a des villes. Il y a des villes qui sont désignées sous le nom de villes. Enfin, il n'y a aucune raison de douter que ce sont des vraies villes, etc. Et puis, ce sont des villes dans lesquelles il y a des gouverneurs qui sont malinqués ou qui sont soninqués, etc. Et puis, ou alors, ils sont berbères, enfin, touaregs. Et puis voilà, quoi. Bon. Et certaines de ces villes ont perduré jusqu'à aujourd'hui. Gao, c'est le cas, c'est documenté depuis le 9e siècle. Tombouctou, c'est documenté depuis le 14e siècle. Djenné, on ne sait pas très bien depuis... Enfin, Djenné, on n'a pas d'attestation dans les sources arabes avant très très tard, mais l'archéologie prouve que ça existe depuis le 2e siècle de notre ère. Donc il y a une très très longue durée des villes, et à toutes les... on n'est pas capable encore de disposer d'une carte archéologique nous permettant, vous voyez, siècle par siècle, ou par tranche même de 2 siècles, de dire quelle ville a cohabité avec quelle ville. Pour l'instant, la carte reste très sketchy, vous voyez, très fragmentaire, quoi. Parce qu'on n'a pas. Voilà. Mais en fait, mais il y en a. Les sources arabes et l'archéologie nous montrent qu'il y a des villes partout. C'est-à-dire qu'il y a véritablement des villes partout. Et en particulier le long de certains axes. C'est-à-dire que la vallée du Niger, par exemple, la vallée du Sénégal, c'était véritablement des maillages. À un moment donné. Tiens, toujours Al-Bakri et puis quelques auteurs avant lui. Donc on est là du côté du 10e, 11e siècle. Il se trouve que pour cette portion-là de son récit, le texte d'Al-Bakri il emprunte probablement à des sources antérieures. Enfin, donc, voilà, c'est pas très à jour sa documentation. Voilà, mais on comprend bien que le long de la vallée du Sénégal, le fleuve Sénégal, donc le fleuve qui fait aujourd'hui la frontière entre Mauritanie et Sénégal, le long de la vallée du Sénégal, il y a plusieurs cités-États. Des cités-États qui ont un arrière-pays très très profond, comme ça, mais il y a des cités-États. Bon. Et que le fleuve sert en fait d'axe commercial, de l'une à l'autre. Voilà. Il sert à la fois d'axe commercial et de frontière. Puisque en fait, le fleuve sert d'axe commercial entre la mer et puis l'intérieur. Donc en fait, entre les mines de sel et puis les mines d'or. Il sert d'axe de circulation entre les différentes cités-États africaines, qui sont le long de ces rives, et chacune de ces cités-États est en général installée des 2 côtés du fleuve, avec une composante du côté nord pour les marchands venus du monde islamique, et une composante du côté sud pour la capitale en quelque sorte traditionnelle. Et en fait, c'est l'articulation de ces 2 composantes qui fait ville autour d'un fleuve, qui fait donc à la fois frontière, maillon le long d'un système commercial, et qui en même temps est un horizon très très lointain du commerce à travers le Sahara, puisque pour y arriver, il faut faire, quand on est un arabe du Maroc ou un berbère du Maroc ou un arabe d'Égypte, il faut 70, 80 jours pour arriver jusque-là. Voilà, donc oui, la réponse est oui. Et puis prenons même encore un autre exemple, pour remonter quelques siècles en arrière. On est là maintenant au 1er siècle de notre ère, dans un régime de connexion encore très différent. Il n'y a pas d'islam, etc. Et disons, la langue du commerce à l'époque, c'est le grec, 1er siècle de notre ère. Et on a un texte exceptionnel, le périple de la mer Érythrée, d'accord, un texte rédigé par
par un commerçant grec, enfin de langue grecque en tout cas, et sur le commerce de l'Inde. Bon. Donc le type, il a fait une espèce de résumé, une espèce c'est pas un guide du routard, c'est une espèce de guide de voyage, quoi. C'est-à-dire que bon, comment voyager dans la mer Rouge et dans l'océan, et puis qu'est-ce que vous trouverez à chaque port, et puis à quoi il faut faire attention quand on arrive, parce que bon, il y a des hauts fonds, et puis bon, de quoi il faut vous munir comme marchandise pour arriver à écouler votre stock dans tel port, et puis qu'est-ce que vous pouvez acheter en échange. En gros, c'est ça, quoi. Bon. Et c'est spectaculaire. C'est-à-dire qu'en fait, on a des étapes tous les jours, comme ça, le long de la côte de la mer Rouge, et puis on franchit la mer Rouge. Alors là, il y a une route maritime qui part vers l'Inde, hein, et qui descend tout le long de la côte de l'Inde actuelle. Hein, tac, 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 tac. Et puis il y a une autre route qui fait le tour de la corne, hein, la corne de la Somalie, et puis qui descend. Tac, tac, tac. Des villes qu'on est infichus de localiser aujourd'hui, mais ça va jusqu'à assez loin, probablement dans la région de Dar es Salaam, en Tanzanie actuelle. Et là, vous avez des villes marchés, voilà, et où des gens... alors, c'est pas vrai de Dar es Salaam, mais enfin, il y a une ville vers le Kenya actuel, qu'on ne sait pas localiser, hein, mais où les gens importent tranquillement des amphores de vin d'Italie, quoi. Et puis, ils exportent de l'écaille de tortue, des trucs comme ça. Et donc, hein. Ah, attendez, ça, c'est la question de monsieur, d'abord. Rappelez-moi votre question en 2 mots, monsieur. Ah oui, tout à fait. C'est en quoi tout ça aide à déconstruire voilà, des représentations qui datent depuis des siècles. Parce que je disais tout à l'heure en commençant, il y a 1h30, on ne trouve pas, même si on en a envie, on ne trouve pas beaucoup de livres, on ne trouve pas beaucoup de documentation disponible sur l'histoire de l'Afrique. Bon. Et pire que ça, il y a des gens qui croient que c'est tellement ancré, cette rareté de l'histoire de l'Afrique dans le paysage, disons, intellectuel ou dans la conversation citoyenne. C'est tellement qu'il y a même des gens, je ne fais allusion à personne, qui croient qu'il n'y a pas d'histoire en Afrique. Mais ça prend plein de formes. Enfin, je veux dire, il y a la forme évidemment anecdotique d'un ancien président qui prononce un discours complètement con, mais c'est même pas ça le problème. C'est même pas ça le problème, c'est qu'il y a des formes très bienveillantes d'ignorance. Hein, des gens qui tout simplement sont surpris. Je donne un exemple là-dedans. Un jour, dans une petite intervention comme ça, publique, du même type que celle d'aujourd'hui, un monsieur à la fin vient me voir et me dit, mais... Et puis j'avais parlé du Mali médiéval, j'avais même montré des diapos avec des textes arabes, avec des sources archéologiques, etc. Et donc je montrais des trucs. Bon. Et le monsieur vient me voir, il me dit, j'ai appris énormément de choses, mais il dit, mais quand même, est-ce que vous êtes sûr de tout ça? J'ai pas bien su quoi répondre. Enfin, j'en parle là-dedans parce qu'en fait, je saurais même pas toujours quoi répondre, en fait. Parce que c'est tellement désarmant, c'est tellement que à nous qu'on pose cette question. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme on la pose pas à un historien des Carolingiens, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? À la même époque, alors que la documentation est quand même pas exactement au niveau, quoi. Bon, on la pose pas cette question-là. Est-ce que vous êtes sûr? Non. Et donc ça pose, voilà. Et ça, cette rareté, c'est pas que, je sais pas, j'accuse pas le milieu de l'édition. Enfin, c'est même pas ça le problème. C'est que on n'a pas suffisamment pris l'habitude dans la conversation politique au sens noble, enfin dans la conversation de tous les jours, si vous voulez, voilà, d'avoir des références culturelles qui viennent d'Afrique. Voilà, bon. Et tout le monde a une vague idée de ce que c'est que l'Empire romain, tout le monde a une vague idée de ce que c'est que, je sais pas, bon, mais tout le monde a une vague idée de ce que c'est que, je sais pas, l'islam, ouais, ou l'histoire du christianisme, enfin plein de trucs qu'on a appris à l'école, mais personne n'a même une vague idée de ce que c'est que le Mali, ou de ce que c'est... Voilà. Et ça vient d'une habitude de... je veux dire, il n'y a pas de disponibilité des savoirs si la société ne désoublie pas. Bon. Et pour ne pas désoublier, il faut... pour désoublier, je veux dire, il faut enseigner, quoi. Il faut que ce soit disponible, il faut enseigner, etc. Et sinon ça disparaît, c'est-à-dire que ça s'éteint, c'est-à-dire que sinon les savoirs ils sont plus là, quoi. Et il faut les remettre, Bon. Et pourquoi est-ce que c'est alors j'en viens à votre question, pourquoi est-ce que c'est si facile d'oublier
l'histoire de l'Afrique, mais parce que depuis... Juste parce que vous faites le lien, c'est que, Ouais. comme Béotier, vous allez à Rome, vous allez à Parthénon, à Athènes, vous allez à Carcassonne, la cité. Ouais. Personne ne peut dire, que vous le voyez, qu'il y avait... Ouais, mais est-ce que vous êtes sûr? Qu'à Rome, il y a le Colisée, j'y étais. Oui, mais attendez, mais qu'est-ce qui va pas quand je montre les ruines d'une ville du Mali au XIVe siècle? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui n'est pas suffisant, en fait? Ah. Mais c'est ça, non, mais c'est ça. Mais bien sûr. Mais c'est ça que je dis. Mais c'est ça que je dis. Mais il y en a. Bah, je veux dire, il y en a. Je veux dire, le Zimbabwe, c'est ça. Enfin, je veux dire, et puis, croyez-moi, c'est vraiment spectaculaire. Bon, c'est vraiment spectaculaire, les villes médiévales d'Éthiopie. C'est vraiment bon. Et la Libella, c'est spectaculaire. Tout ça, c'est spectaculaire. Donc, bon. Donc, il suffirait, si je puis dire, de davantage de livres. Il suffirait de davantage d'Afrique dans les programmes scolaires. Il suffirait de davantage de documentaires, etc. Il suffirait, etc. Mais pour ça, il faut construire. Et puis, lutter contre... Parce que c'est pas tout. Lutter contre cette vieille habitude prise d'oublier tout ce qui concerne le passé des sociétés africaines. Et ça vient en fait. Ça vient en fait d'une idéologie qui s'est construite, on est obligé de le constater, hein, qui s'est construite avec la traite atlantique des esclaves. C'est-à-dire que depuis le XVIe siècle, s'est construit un discours planétaire, un discours transatlantique, hein, qui a traversé toutes les sociétés qui ont participé à la traite des esclaves et qui ont bénéficié de la traite des esclaves, un discours de chosification des Africains et des Africaines, discours qui était absolument nécessaire si l'on voulait faire passer comme une lettre à la poste l'idée qu'ils étaient là pour être vendus, bon, et pour servir de main-d'œuvre dans les plantations et dans les mines. Bon. Il ne fallait pas qu'ils aient eu, en gros, des civilisations, il ne fallait pas qu'ils aient eu des systèmes d'écriture, il ne fallait pas qu'ils aient eu des formations politiques extrêmement... Donc on a laminé le souvenir et on l'a... Il n'y a pas de complotisme dans ce que je dis. Hein. On n'a pas détruit, il n'y a pas eu d'entreprise de destruction du passé. Il y a juste eu une sédimentation. Voilà. C'est un processus archéologique. Hein, c'est une espèce de sédimentation. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut faire toujours en histoire de l'Afrique cet effort redoublé, non seulement de faire le job d'être historien ou archéologue de l'Afrique, ce qui est un job normal d'historien et d'historienne, mais en plus faire toujours le travail supplémentaire. Et je suppose que c'est vrai dans d'autres disciplines, mais bon, voilà. Mais de faire le travail supplémentaire, d'avoir à justifier ce qu'on fait, d'avoir à lutter contre des préjugés, d'avoir à reconstruire des édifices de savoir qui ont été enfouis. En fait, et je réemploie à nouveau le mot que j'utilise, d'avoir à désoublier ou à faire désoublier le passé de l'Afrique. En fait, exactement comme en archéologie. Exactement comme en archéologie. Hein, personne ne détruit les vestiges. C'est juste qu'ils s'enfouissent. Ils s'enfouissent tout seuls. Voilà, et qu'il faut faire le travail de le désenfouir. Voilà. Merci. Alors, c'est juste une petite remarque par rapport à la dernière formulation sur le on en question. Et j'aimerais aussi que parfois on n'oublie pas de mettre les Africains eux-mêmes dans ce on qui utilise justement le schéma héritier on va dire de l'historiographie ou occidentale. C'est-à-dire que par exemple, dans le cas de la période de la négritude, par exemple, au lendemain comment on pourrait dire, de toute l'histoire de l'esclavage, etc., pour beaucoup d'Africains, ça a été aussi une position stratégique de nier une certaine historicité et d'essentialiser aussi une manière d'être, etc. Et je donne aussi l'exemple de la présence islamique aussi au Sénégal ou ailleurs, où il y a tout un travail aussi de sape, de la mémoire qui est une mémoire païenne, pour y substituer une mémoire islamique ou musulmane. Et là, pareil, si on prend l'exemple au Sénégal de la ville de Touba et de ce qui est en train de s'y passer, c'est qu'on va avoir une ville qui, pendant longtemps,
va accepter Dakar et le centre comme un espace normal de présence de politique, et qui petit à petit, et là le Covid y a participé, comme tous ceux qui sont projetés aux États-Unis, etc., qui renvoyaient de l'argent à la maison ne peuvent plus envoyer de l'argent de la maison, la ville devient un pôle non seulement économique, politique, etc., mais les talibés, qui sont les anciens tchèdos de l'époque ancienne, se mettent à réclamer le pouvoir au Sénégal, alors que jusqu'à présent, ils ne réclamaient pas. Vous avez totalement raison sur les deux points. Le premier qui est effectivement, il y a eu à un moment donné la création d'un certain discours essentialisant, voilà, qui, en gros, d'unité ethnique ou linguistique ou civilisationnelle de l'Afrique. Voilà, on peut penser par exemple à un auteur comme Cheikh Anta Diop, voilà, mais à beaucoup d'autres, dans le monde francophone et dans le monde anglophone aux États-Unis, au prétexte en quelque sorte de réhabiliter les cultures noires. Voilà, on a en fait complètement essentialisé et uniformisé, voilà, comme s'il n'y avait qu'une seule culture en Afrique. Donc évidemment, là, il y a eu un discours qui aplatit complètement l'histoire. Mais vous avez totalement raison, je vous rejoins sur le second point, tout en n'étant pas spécialiste de ça, parce que sur ces processus très très contemporains d'aplanissement de l'histoire dans le discours islamique. Bon. Et, alors ça s'est vu, évidemment, tout le monde en connaît par les médias, l'expression la plus violente quand ça consiste à tuer ou à détruire, par exemple, des mausolées ou des choses comme ça. Mais vous avez tout à fait raison, et c'est du reste un courant de recherche très 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 neuf, voilà, que de pointer dans les sociétés contemporaines. Vous disiez le Sénégal, mais je pense à un collègue camerounais qui a écrit récemment un chapitre sur ça, sur le nord du Cameroun, pareil, la façon dont l'islamisation, donc dans des régions souvent où c'est intervenu assez tardivement, par 19e siècle ou 20e siècle, ou début 20e siècle, le changement de régime d'historicité, voilà, qu'impose l'islamisation, avec un aplatissement complet de l'histoire antérieure, puisque l'adoption de l'islam par une société a souvent cet effet, non pas simplement de faire date, c'est-à-dire non pas simplement de dire, bon ben voilà, on était ça avant et à une certaine date on est devenu musulman, mais de complètement réécrire l'histoire depuis une histoire antidatée, antidatée de la révélation coranique, bon, qui en fait écrase complètement un millénaire et demi d'histoire formidablement riche et intéressante. Donc là, oui, là, il y a un courant de recherche dont je ne suis pas du tout spécialiste, parce qu'il faut être contemporanéiste pour étudier ça. Il y avait monsieur je ne sais pas qui, pardon, qui c'est qui voulait parler? Ah, pardon, c'était vous. Je voulais vous demander s'il y a des travaux avancés sur les typologies urbaines de cet urbanisme médiéval, s'il y a par exemple des travaux sur les espaces publics, sur les systèmes d'organisation en fait, de la ville. C'est la dernière question? Ah bon. Donc, dernière réponse. Alors, je dirais que c'est mon sujet. C'est-à-dire que c'est véritablement... et j'ai commencé à faire ça dans mon cours au Collège de France, le cours d'il y a 2 ans, celui qui s'appelle Introduction aux mondes africains médiévaux. Et j'ai essayé de me livrer, sur la base de la documentation existante et de celle que j'ai contribué à produire moi-même, à une typologie de ces villes médiévales africaines. Vraiment. Et alors, on n'est pas tout à fait encore capable d'en produire une typologie exactement comme vous le suggériez, c'est-à-dire sur, par exemple, les espaces urbains, les espaces privatifs, etc. On n'est pas encore tout à fait là. En revanche, en termes par exemple, de mode d'articulation des différents espaces de la ville, j'ai beaucoup mentionné, par exemple, là, vous voyez, les villes duales. Les villes duales de part et d'autre d'un fleuve, les villes duales dans le Ghana, etc. Parce qu'il y a un mode d'articulation qui correspond en fait à des combinaisons à la fois religieuses mais ethniques. Vous voyez qu'en fait il faut faire cohabiter, pas trop loin les unes des autres, mais quand même assez loin pour pas qu'elles se... Bon, il faut faire cohabiter des musulmans et puis des religions traditionnelles. Des gens qui sont berbères et arabes, au fun, et puis des gens qui sont soninké ou malinké fun. Bon. Et en fait, des gens, il faut imaginer ce que c'est, hein, au XIe siècle. C'est des mondes situés à 2500 ou 3000 km d'écart qui viennent s'adjointer bout à bout, quoi. C'est ça, hein.
Je veux dire, aujourd'hui, ça nous paraît, il suffit de prendre l'avion et puis boum, on y est. Mais ce sont des mondes qui, au 9e ou 10e siècle, c'est la première fois, quoi. Et en fait, ils viennent s'adjointer comme ça, et ils font ville ensemble. Donc bon, quand même, avec petite prudence, quoi. C'est-à-dire qu'on met deux villes, quoi. Voilà. Mais on la met tout près, et on l'articule. Et puis on en met d'autres autour, voilà. Voilà. Donc en fait, tout est dans l'articulation. Tout est dans le régime d'articulation. Voilà. Qu'est-ce qu'on met à l'écart, qu'est-ce qu'on met ensemble, comment on fait cohabiter, et surtout comment on fait fonctionner ensemble pour que ça devienne une charnière du commerce mondial. Parce que c'est à ça que ça sert. Hein. Voilà. Et ça devient une formidable charnière, puisque c'est des autoroutes pour l'or, les esclaves, la porcelaine, les perles. C'est des autoroutes. Enfin, c'est des autoroutes, c'est des péages d'autoroutes, disons. Voilà. C'est vraiment des péages d'autoroutes, en fait. Ouais. Ça sert vraiment... ça sert vraiment à ça. Ça sert vraiment en plus à... Voilà. Et donc voilà. Et en revanche, parce que dans mon cours, je prends d'autres exemples, etc. Et par exemple, Kilwa, c'est cette formidable cité-État dont je disais tout à l'heure qu'elle était en fait à l'articulation entre deux très très vastes mondes. D'un côté l'océan Indien, de l'autre côté la partie est de toute l'Afrique australe, si on peut dire. Non mais d'où est-ce qu'elle fait ça, Kilwa? Elle fait ça depuis un îlot. Un îlot, hein, je ne plaisante pas, c'est l'île de Ré, quoi. C'est plus petit, quoi. Pardon, j'espère n'avoir offensé personne. C'est un îlot. C'est véritablement un îlot. Et le sultan de Kilwa, il règne sur ça. Mais en fait, en régnant sur ça, il règne sur beaucoup plus que ça. Il règne sur la charnière entre deux mondes qui sont venus s'abouter, là, l'un à l'autre. Et tant qu'il contrôle ça, tant qu'il convainc les gens de venir chez lui, à grand renfort de com', à grand renfort d'avantages fiscaux, je ne plaisante pas, hein, à grand renfort et à grand renfort de resorts de luxe, etc., avec des piscines et tout. Voilà. Tant qu'il arrive à convaincre les gens, c'est là qu'il tire le maximum de revenus, parce que c'est aussi un péage d'autoroute. Voilà. Et, voilà. Et donc, en fait, j'arrive à conceptualiser aujourd'hui, à exprimer voilà, une typologie des modes d'articulation, des composantes urbaines, etc. On peut aussi formuler une typologie architecturale, par exemple, hein, parce que dans chacune de ces sociétés, on fait des choses très, 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 très différentes, mais pas encore du tout en termes d'organisation. Il faudrait, voilà, on n'a pas assez de fouilles, quoi. On n'a pas assez de fouilles extensives. Il y a très, très peu de villes qui ont été fouillées de façon extensive en Afrique. Voilà, je disais, Kumbi Salé, 3% a été fouillé, mais enfin, je veux dire, Gao, c'est quelques mètres carrés, Tombouctou, ça doit être quelques mètres carrés aussi, je ne sais même pas, j'ai pas... Enfin, voilà, c'est pas grand-chose, quoi. Enfin, donc voilà. Merci. L'ouvrage de François-Xavier Fauvel, Penser l'histoire de l'Afrique, est disponible aux éditions du CNRS de Vive Voix. Vous avez pu écouter à l'instant une rencontre enregistrée le 1er juillet 2022 à la librairie Ombre Blanche, réalisée et mise en onde par Radio Radio.